Mesdames, messieurs, c'est avec tout à l'heure émotion que j'ai rencontré des gens de Bolavec, que nous nous sommes connus dans les années sombres, très sombres de notre vie. Et c'est l'occasion d'avoir organisé cette conférence qui me fait revenir sur les lieux mêmes 73 ans après. Donc, il y a certaines choses qui remontent et des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Et c'est avec une grande émotion de me trouver en ce jour à Bolavec, où tout revient à la surface. Avant de commencer, je vais quand même me présenter. Je suis Joël Corne, le réfugié de Bolavec, ancien entrepreneur de peinture à Morlaix, où j'ai repris l'entreprise paternelle en 1969, créée par Émeric en 1936. Nous avions beaucoup de travail, mais en 1985, j'ai cédé à mon personnel l'entreprise car les mandats professionnels patronaux étaient devenus trop importants. Nous avons changé de direction et pour laisser et abandonner tous les différents mandats prud'hommes, sécurité sociale, CPAM, etc., commission sociale et paritaire au niveau région, le seul moyen, c'était de partir. Nous avons changé de direction et nous avons acheté en 1985 une librairie papeterie à Céret dans les Pyrénées-Orientales. Une petite sous-préfecture. Et nous l'avons tenue jusqu'en 1995, où j'ai quand même 10 ans, où j'ai quand même un peu œuvré là-bas, en étant encore juge à Perpignan, en étant encore président des commerçants à Céret, et chambre de commerce également. Alors, je suis retourné en Bretagne, ma Bretagne natale, en retraite, si l'on peut appeler cela comme ça. Enfin, j'ai fait un pressbook qui sera à votre disposition tout à l'heure, vous le regarderez, car je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Et j'ai quand même fait 2 mandats à la mairie de Carantec, en tant que responsable de CCAS avec le général François de Gouet-Briand, j'étais donc son adjoint, et quelques petits mandats patriotiques d'association des combattants. Voilà. Donc, je remercie également toutes les personnalités du monde combattant que je vois ici cet après-midi. Je vais parler du président départemental, M. Édouard Leclèche. Je vais parler du secrétaire général de l'UFAC, au niveau départemental, et tous mes amis avec qui nous travaillons dans ces associations respectives. Donc, j'ai reçu un appel de M. Plébert me demandant si j'accepterais de venir raconter cette période, et que c'était pour eux leur 2e conférence. J'ai été toute la vie impliqué dans diverses associations, milieux associatifs, et je n'ai pas pu dire non. Je me suis posé la question, néanmoins, aurais-je le temps de réunir toutes les informations, les souvenirs d'une période si difficile, où les liens étaient inexistants entre la population, les personnes ne s'exprimant pas, même dans les familles, entre les pros et les contre, car ne l'oublions pas, en ce qui concerne la Bretagne, la promesse de l'indépendance était promise. Était-ce un leurre pour fractionner les populations et les tenir dans un certain degré de méfiance entre eux? Mais la méfiance était de mise, de peur d'être dénoncé. Les milices, des gens
des espions, les profiteurs, les rapaces, guettant les proies, les bonnes affaires qui sont devenues riches, très riches pour certains. Voilà donc 73 ans, après une grande émotion de revenir, et quand je revois le joli bourg de Bollazec aujourd'hui, cela me réjouit. Quel chemin parcouru en un demi-siècle. Bollazec 42, 43, 44, ce n'est pas ce que vous voyez aujourd'hui. Rien à voir. Mais un joli bourg du centre-Bretagne, où je reste persuadé qu'il fait bon y vivre. Notre grange a dû disparaître pour laisser la place à point d'interrogation. Eh bien, mes souvenirs d'enfant, j'ai dessiné les lieux comme cela était à cette époque, sans fluoriture, avec la stricte exactitude qui composait le logement de réfugiés, c'est-à-dire 3 fois rien, même pas le strict minimum. Mais avant l'arrivée des Allemands, nous étions quand même heureux. Je ne parlerai pas de la nourriture, parce que les rutabagas, quand je vois certains qui veulent remettre ça au goût du jour, ce sont des gens qui n'ont pas connu la guerre. C'est quand vous aurez mangé pendant 4 ans des rutabagas tous les jours, moi, je ne remettrai pas ça jamais dans mon jardin. Ainsi que le pain noir, avec des morceaux de paille, ça avait du mal à descendre. Voilà. Voilà pour l'entrée. Alors, je vais vous donner lecture des origines. Comment des gens arrivent à être déracinés. Les populations arrivent à être déracinées parce qu'il y a des changements fondamentaux qui rentrent dans des situations précises. Donc je vais vous dire brièvement le traité du Trianon qui a été signé le 4 juin 1920 par les puissances belligérantes de la Première Guerre sont le Royaume-Uni, la France, les USA, l'Italie, la Roumanie, la Serbe, les Croates et Slovènes, qui devient le royaume de la Yougoslavie en 1929. Puis le détachement de la Tchécoslovaquie et de l'autre Autriche-Hongrie. Si vous vous souvenez le fameux film Sissi impératrice avec Romy Schneider, c'était cette histoire. C'est cette histoire. À la signature du traité, donc le détachement de la Tchécoslovaquie, je vous disais ça, la Hongrie perd ainsi les 2 tiers de son territoire, passant de 325 millions de kilomètres carrés avant la guerre à 92 962 après. La signature de pays perd également son accès à la mer par la Croatie. Rattachée au royaume certes croate, elle perd de plus la totalité de ses mines, des mines d'or, d'argent, de cuivre, de sel, et 5 de ces 10 villes les plus peuplées, des forêts, des chemins de fer, des canaux, des usines, ces minéraux et ces terres cultivables. Le géographe français, Emmanuel de Martonne, trace la nouvelle frontière de la Hongrie en suivant les limites des zones rurales, à majorité hongroise, et des zones excentrées habitées par des Hongrois. La Transylvanie, par exemple, très déçue des pertes de territoire imposées à son pays, le comte Carol VI préfère démissionner. L'archiduc Joseph de Habsbourg, qui était le duc dont mon grand-père était son régisseur. Je vous dirai après, un petit peu plus loin. Néanmoins, il revient comme régent du pays pour une courte période entre août et novembre. 1919, mais Budapest est déjà sous occupation roumaine. Et c'est dans ces conditions chaotiques que Samuel, mon grand-père, tire sa révérence par chagrin.
et désespoir, le château du duc, qui était hongrois, est devenu roumain. Plus la même langue, des étrangers, le château a été saisi et ils se sont retrouvés à la porte. Donc, plus de toit pour les enfants, alors ce fut la fuite vers un nouvel Eldorado. J'ai un oncle qui est parti exilé sur les États-Unis. Mon père, mes deux tantes et ma grand-mère se sont dirigés sur Paris. En 1942, certains avaient choisi les USA, la Transylvanie, au pied des Carpates, zone froide de l'Europe centrale. L'hiver était rude. Aussi, l'hiver se préparait l'été. Et les enfants travaillaient pour faire de quoi. Ils vivaient en pleine autarcie dans ces pays où la neige et le froid duraient plusieurs mois par an. Donc il fallait préparer, cultiver à la bonne période pour engranger et des légumes. Et ils avaient une manière, notamment avec les choux qui étaient mis dans des barils de bois, étaient coupés en fines lamelles et ils passaient tout l'hiver sous un mètre de neige. Donc c'était ça le congélateur. Il n'y avait pas d'électricité d'ailleurs dans le château, donc c'était leur congélateur. Alors ils avaient une basse-cour avec des oies, des canards, donc ils faisaient le foie gras, ils faisaient tout ça, ils avaient tout ce qu'il fallait. Des quantités de pâtes sous différentes formes et saveurs, des torognards, des pâtes pour faire avec des choux, des gnocchis, des goulash, des choux farcis, des tartes énormes aux pommes, fromage blanc et d'autres aux noix, des brioches énormes qui se levaient sous des pulls de laine. Cette organisation était vitale, car le château était dans un endroit désertique et ils ne pouvaient compter sur personne. Les enfants n'allaient pas à l'école, mais un précepteur venait leur faire des cours. Émeric était le dernier de la fratrie. Dans une grande admiration pour son père, il était souvent en déplacement. Et chaque fois que son père devait partir, il lui demandait de monter sur la troïka. Et chaque fois, on attachait la luge d'Émeric derrière avec une ficelle. Et quand Samuel, vêtu de son manteau de fourrure, claquait le fouet, les chevaux galops partaient et Émeric restait toujours à la même place. À chaque fois, c'était la même chose, il est parti. Restait au point de départ les Carpates, région montagneuse, où les loups étaient nombreux. Le grand-père avait toujours du pétrole. Quand il fallait s'arrêter, un grand cercle de feu pour éviter toute attaque et assurer la protection des chevaux. Les déplacements nombreux, car le domaine était immense, et comme ingénieur agronome, il devait analyser les terres pour avoir une meilleure rentabilité et une rotation des cultures. Une de mes tantes me disait qu'il fallait plusieurs jours à cheval pour se rendre d'un bout à l'autre. Et beaucoup de personnes travaillaient pour le duc Joseph de Habsbourg. Le salaire était suivant les résultats. Donc Samuel gérait cela au mieux pour tout le monde. En 1976, notre père... En 1976, après le décès de notre père, nous sommes allés à Budapest, où le dernier de la fratrie était resté. Il n'a jamais quitté la Hongrie, le pauvre Andor, c'est-à-dire en français André. Il était sourd et muet, et compte tenu de cet handicap, il n'a jamais voulu quitter la Hongrie. Il est resté là-bas. Donc, au décès de notre père, nous avons rempli notre caravane d'habits, de vêtements, de chaussures, de tous les vêtements qu'il y avait. Nous nous sommes donné rendez-vous au terrain de camping international de Budapest. Il y avait, pour ainsi dire, que des étrangers, que des gens des pays de l'Est, de la RDA, beaucoup des Russes, pas de Français, j'étais le seul Français.
Mais je n'ai pas eu besoin de demander rien du tout, car quand je l'ai vu arriver, de suite je l'ai reconnu, il avait la même allure que mon père, il était la même figure. On s'est retrouvés dans un moment très fort. Alors nous avons également fait connaissance j'ai fait également connaissance de ma cousine qui s'appelait Inonka, qui avait 3 petits-enfants. Et qui, dans une certaine période difficile également en Hongrie, vous le savez, puisque déjà en 1956, il y a eu l'attaque de l'armée russe qui ont attaqué Budapest, dont les bâtiments ne sont pas encore réparés, même encore aujourd'hui. Donc, ils ont trouvé un moyen, ils ont quitté la Hongrie et se sont exilés en Finlande. Je n'ai plus aucune nouvelle. Je n'ai plus ni d'elle, de notre cousine et de son mari et de ses petits. Voilà. Donc, notre Ongandor vivait... ils étaient logés, ils avaient une chambre. Et il y avait une cuisine collective pour 8 familles. C'est-à-dire que la cuisine, il y avait un réchaud, et les personnes avaient de telle heure à telle heure pour préparer leur manger, et puis c'était fini. C'était fini, et après se retrouvaient dans la chambre. Donc nous n'avons jamais pu aller chez eux. C'est pas possible. Alors on arrive sur la période de Boulazac. Moi je dirais donc que c'est octobre 1942. Donc il était 7 h du matin quand la grille entourant notre courette rue des Vieilles Murailles fut secouée. C'était M. Lelourec qui nous dit « Partez, partez vite, à 8 h, j'ai ordre de venir vous arrêter. » Nous sommes partis avec 3 Foréens, des papiers remontant avec des papiers. Ma mère avait dû prendre son livret de famille. Nous sommes partis remonter par Kernéguès, au-dessus de la rue des Vieilles Murailles, pour rattraper Plourin et Huelgoat. Nous avions un oncle à Huelgoat, qui s'appelait M. Paul Bezy, qui est décédé il y a quelques années. C'était aussi un ancien combattant. Il faisait partie de l'union des anciens combattants du Huelgoat. Et qui avait réussi à convaincre la mère supérieure de l'hôpital du Huelgoat pour que nous puissions aller nous réfugier dans une chambre, dans une mansarde, au-dessus de cet hôpital. Bon, nous avons eu au cours de notre marche forcée un violent orage, une pluie abondante, aussi forte que notre chaleur. Nous sommes arrivés à pied en fin de journée, trempés, transis de froid. Une religieuse savait qu'il y avait 2 jeunes enfants. Elle avait allumé le poêle et nous avons pu nous sécher un peu et nous nous sommes endormis par terre sans manger. Tellement fatigués, on s'est endormis comme ça. Notre séjour a été relativement court. Ça a duré même pas 48 heures, car les gendarmes sont venus interroger la mère supérieure en lui demandant « Il paraît que vous avez des réfugiés chez vous. » Oui. Alors, les gendarmes ont dit il faut qu'ils partent, sinon on va être obligé de les arrêter. Donc, nous avons pris un car qui nous a conduits sur Quimper. Et puis, à Quimper, on est parti dans la limite de la Vendée,
de la Vendée et du 44. Ça s'appelle Remouillé, où ma grand-mère avait un parent qui était boulanger, mais boulanger en retraite, et puis qui nous a hébergés pendant quelque temps. Mais ce fut extrêmement difficile, parce qu'il y avait les cartes de rationnement. Tout était régimenté, on ne pouvait pas acheter comme ça, même avec de l'argent. Il fallait les cartes, sans carte on n'avait pas. Chaque fois c'était pointé, etc. Ça laissait des traces. Bon, alors il y a eu un décret de Pétain à tous les fonctionnaires de lui prêter serment de fidélité. Une cérémonie officielle a eu lieu pour la police le 20 janvier 1942, au cours de laquelle 3000 de la garde de Paris, de la police nationale et de la préfecture de police se réunissent dans la grande salle du palais Chaillot, sous la présidence de M. Pierre Puchet, ministre de l'Intérieur. Le serment prêté en ces termes: je jure fidélité en la personne du chef de l'État et en tout ce qu'il commande dans l'intérêt du service de l'ordre public et pour le bien de la patrie. Ce à quoi les policiers levèrent la main droite: je le jure. Donc, nous sommes partis rapidement, je vous ai dit, vers cette destination. On est resté 1 mois et demi, 2 mois peut-être. Mais c'est un village aussi, c'était pareil, où la suspicion était de mise, où chacun, tout est de l'autre, on ne savait pas trop. Ces gens se demandaient, mais qu'est-ce que c'est? Que viennent-ils faire là? Ces deux gamins, ces femmes, pourquoi, etc. Donc ça n'a pas duré très longtemps. Alors, ma mère était professeure de coupe et de couture, et puis dans la rue des Vieilles Murailles. Alors, vous savez qu'à cette période, les magasins de vêtements n'existaient pas, ce n'était pas comme maintenant, où il y a des magasins de vêtements tant et plus. Le Made in China n'existait pas, ni Taïwan non plus. C'était des femmes qui préparaient et qui faisaient les vêtements, et donc il était important de savoir faire des patrons, de savoir comment faire pour prendre des mesures, on s'habillait. C'était des dames qui faisaient des coutures, qui faisaient les manteaux, qui faisaient les pantalons, etc., etc. Donc, c'est là, une jeune fille arrive, de Bolazec, qui était en stage, elle s'appelait Odette, car il y avait eu un bombardement sur le viaduc, causant des dégâts sur la ville. Alors, effectivement, quand elle dit faisant des dégâts sur la ville, Morlaix, ville meurtrie, les raids alliés sur le viaduc du 29 janvier 1943, opération Ramrod 50, est exécutée par 12 avions appartenant à l'escadrille 226 de la RAF et gagne Exter, où les rejoignent l'escorte de 60 chasseurs Spitfire et Typhon. Ces derniers, ouvrant une couverture arrière, les sirènes donnent l'alerte, les tirs de la flaque retentissent et en quelques secondes, lâchant un chapelet de 43 bombes explosives sur Morlaix, les Ursulines sont touchées, le Carmel est touché, Saint-Charles est touché, le Calvaire également, la rue Émile Clorec, le Créoux, l'église Sainte-Melaine de la rue Ange de Vernizat, la place Thiers, la place Cornic, la rue Carnot, Notre-Dame de Lourdes, 39 enfants de 4 à 7 ans sont morts. En ville, on dénombre également 32 morts et des dizaines de blessés. Bien sûr, le viaduc était un point stratégique. Pour couper les lignes de ravitaillement, des munitions et des troupes fraîches, notre maison rue des Vieilles Murailles était pas très loin à vol d'oiseau. Et les déflagrations portées
une onde de choc épouvantable, effrayante. La maison tremblait, et nous aussi. Dans la nuit du 20 au 21 mars, des bombes de 250 kilos ont été lâchées sur le viaduc. Au matin, on en découvre 5 non explosés. Nous étions partis de Morlaix pour Bollazek, mais il n'y avait pas eu de victimes. Malgré ce carnage tuant tant de victimes, nos alliés, nous pardonnons ces actions qui étaient pour nous libérer. Je vous parlerai de l'un d'entre eux, de la RAF, George Wood, le 31 octobre, la commémoration où il a eu la remise de la Légion d'honneur. Et mon ami Pascal Messager, qui est ici présent, a été une des personnes qui a organisé une manifestation extraordinaire que l'on garde en mémoire toute une vie. Je vous dirai 2 mots tout à l'heure. Donc Odette disait, pourquoi votre maman et les enfants, vous n'iriez pas à Bollazek, un petit village perdu au milieu de nulle part. Il n'y a jamais eu d'Allemands et il n'y en aura pas. C'est ainsi que nous avons tenté et trouvé le facteur, un blessé de guerre, 14-18, amputé d'un bras, et avions une mansarde. Mais après 2 mois de présence, sa femme apprend que nous étions réfugiés et qu'il fallait chercher autre chose. Ils avaient peur des représailles. Leur maison était à l'entrée du bourg, une maison relativement récente. Donc Jean Barbier, qui était au lycée, apprend cela. Et aussi sec, il va trouver sa mère, Joséphine. Maman, je connais M. Korn. C'est mon joueur préféré. Nous avons de la place dans la cour. Et c'est comme cela que nous sommes arrivés chez Madame Barbier. Nous avons loué sa grange. Nous n'étions plus en guerre. Il y avait des oiseaux qui chantaient. Nous étions dans une grande cour, à l'abri des vents, pas de boue. Il y avait un grand puits, des petites crèches, une grande auge en granit, plus de bruit de bombe. Nous avions changé d'hémisphère. La grange était assez grande. Une pièce au rez-de-chaussée cimentée, une cheminée à droite, une échelle de meunier menant à un grenier. Il y avait un bec électrique au rez-de-chaussée et un autre dans le grenier. Par contre, devant, les façades étaient faites de planches disjointes, mais les pignons étaient en moellon. Mais la cheminée et le devant de la porte, un véritable extracteur. Il n'y avait pas besoin de ventilation mécanique. Il y avait le vent passé suffisamment. Voilà. Alors donc, le soir, comme il n'y avait pas de serrure sur cette fameuse porte, c'était un espèce de loquet en bois que l'on était. Donc, le soir, avec ma grand-mère, je dormais dans un lit-cage qui était sur roulette, un lit-cage pour une personne. Donc on enfilait dans l'embrasure de la porte le lit-cage, mais il fallait le retirer le matin pour le rouler et pour pouvoir le replier. Donc moi je dormais là et ma petite sœur dormait avec ma grand-mère. Et ma mère, quand elle était là, au grenier. Voilà comment que ça se passait. Madame Barbier était une femme, très bonne femme, magnifique. Elle était avec un abord un peu froid pour des personnes de passage, mais qui méritaient à être connues. Cela n'a guère duré longtemps. Une amitié solide avec ma grand-mère, Jeanne-Françoise, qui a eu aussi une enfance malheureuse. Dans une grande fratrie à Luzivilly, près du Pontou, entre le Pontou et tout. Ils avaient la grand-mère
de mon grand-père, vous voyez, ça fait loin, était paralysé. Et donc la cheminée fonctionnait nuit et jour. Nuit et jour, elle ne pouvait pas se coucher, elle était dans un fauteuil et elle était là, dans l'âtre de la cheminée. Et c'était comme ça. Et un beau jour, le feu s'est propagé dans la toiture. La ferme brûlait. Plus de maison. Il y avait 11 enfants. Plus moyen de travailler les terres. Donc, ils ont tout abandonné. Et l'assureur, mon arrière-grand-père, ne savait ni lire ni écrire. L'assureur lui a dit, comme les papiers avaient brûlé, on lui a dit qu'il n'était plus assuré, qu'il n'avait pas payé. Donc, il a tout perdu. Alors, les enfants ont été placés chez des dames patronesses, dans des familles comme ça, dispersées. Et voilà. Elle s'est mariée relativement jeune. Et en 1916, mon grand-père est mort dans la Somme. Il est mort dans la Somme. Il a été décoré de la Légion d'honneur à titre posthume, laissant une veuve, 2 enfants, employés à la manufacture des tabacs en 1940. Elle fut mise en retraite à 50 ans. Donc mon grand-père, Légion d'honneur, pour s'être distingué par son courageux dévouement, signé Georges Clemenceau. Autre diplôme, mort pour la France, hommage de la nation, signé Raymond Poincaré. Citation d'or de l'armée pour sa bravoure, croix de guerre avec palme. Joséphine tenait la boutique, elle était vaillante et ne parlait pas au hasard. Le commerce était un petit peu un capharnaüm. C'était sombre. Une lutique, comme on dit en breton, qui éclairait une petite ampoule avec des fenêtres petites. Et un peu d'épicerie, le tabac. Et alors, encore aujourd'hui, j'ai encore l'odeur de ce tabac chiqué, qu'on appelait le roll, qui baignait dans un jus noirâtre, et que l'on prenait, et que l'on coupait des bouts, et que l'on pesait. C'est pas comme ça. Il y avait le grillage. Voilà. J'ai encore la balance. Et encore la balance. Alors le button, on le posait sur la balance et on pesait. Mais alors, ouais. Bon, alors il y avait encore, donc il faisait des clous. Alors ça, c'était Monsieur Barbier, que je voyais toujours avec sa casquette vissée sur son crâne, là, qui allait pour le Je ne l'ai pas connu, moi. Voilà. Bon. Et puis alors, de l'autre côté, il y avait un brave gars qui avait un bistrot, que c'était Arthur. Arthur Guinet. Oui, Madame Barbier, en plus, elle a la cabine téléphonique. Oui, il y avait une cabine téléphonique en plus. C'était le supermarché de l'époque. Hein. Tout à fait. Oui, oui. Mais il y avait une cabine téléphonique. Tout le monde venait téléphoner. Il y avait une mercerie, il y avait Même, Oui, oui, mais alors, ce button là. c'était de sud à droite dans votre. Ouais. Voilà. Bon, alors voilà, j'ai fait donc un premier, si vous voulez qu'on pose déjà des questions. C'est comme vous voulez. Oui, effectivement, des questions très intéressantes, mais aussi des précisions éventuellement pour ceux qui se souviennent, comme Oui. je pense. Oui. T'avais quel âge à l'époque? Quand on démarre, mais je l'ai connu tard quand même. Elle a tenu le commerce jusqu'à quelle date jusqu'en 66. 66. Ah, je vais quand même, attendez, avant qu'on passe aux questions, si vous voulez bien, je vais vous faire quand même le plan. Comment c'était? Parce que c'était... Mais non, j'ai été tout à l'heure. Regardez, alors, c'est plus rien à voir. Il n'y a plus de pluie, il n'y a plus rien. Ah non, Voilà, non, voilà, c'était comme ça. La cour était comme ça. Voilà. Et on rentrait
Ben oui, moi, je me rappelle. Voilà. Non, on rentrait par là. Oui, oui, oui. Par là, hein. Oui, oui. Mais tout ça, il y avait un hall d'entrée, c'était couvert aussi. Voilà. Oui. C'était un Porsche. Un Porsche. Oui. Voilà. Et vous Bon, ben, étiez j'ai pas dans la pu faire petite dessus. maison, vous étiez dans la petite maison Oui. du coup, dans la maison chez Jean-Marie. Le forgeron, enfin, en dernier. il y Ouais, avait un non, forgeron. donc c'était Alors. la maison à Jean-Marie. Oui, oui, oui. Que je vous dise la grange, cette fameuse grange. Oui. Bien sûr, j'ai pas pu faire la façade parce que vous n'aurez rien vu de la pièce. Non. Oui, oui, oui. Oui, oui. Oui. Voilà. Et ça, c'était le porche ou c'était la maison? Non, c'est l'intérieur de la grange, quoi. Il y avait un rez-de-chaussée et un escalier de meunier qui montait à l'étage. C'était le grenier au-dessus. Oui, oui, il y avait un grenier. Mais- Oui, le grenier, oui. Mais on passait, il y avait un passage entre le garage qui existe toujours et ce grenier. Il y avait donc un porche et il y avait un passage qui reliait les deux greniers. Ah, ça, Si. moi, je n'étais pas monté dans le grenier. Hein. Moi, j'ai connu Parce qu'il ça. n'y avait pas de rambarde, il n'y avait rien, vous comprenez? Oui, il y avait il y a une pièce question au-dessus, là-bas. quoi, hein. Il y avait une grande pièce en bas et puis Oui. il y avait le grenier. Voilà. Bon. Non mais puisqu'on discute de ça, il me semble qu'il y a François Joncourt qui est au fond, là, qui se souvient aussi. Je ne suis pas sûr, puisque Marie pose la question, je ne suis pas sûr que c'était dans la maison qui était après la maison de Chez Jean-Maël, j'ai Jean-Marie toujours entendu Bourdon. Je crois gens qu'il dire disait qu'il y avait... que... C'est toi qui qu'ils disais qu'il y avait étaient un dans truc la à côté du maison de puits, Jean-Maël. non? C'est toi qui disais... François. François, tu disais qu'ils étaient dans une maison à côté du puits et non pas dans la maison où était Ah, si, c'était dans la grange, qu'on était. Enfin, dans la grange. Oui, C'était. Ah, c'est là qu'il Oui. y a peut-être. Oui, Moi, oui, je ça n'ai me pas disait. connu. C'était une petite maison. Ouais. Et comment les polaires qui ont habité là-dedans? Et alors, Donc on ne parle pas de la même maison. Hein. non, Non, non. Donc Alors. c'était Jean-Maël Forgeron qui était dans la maison. tout à l'heure, avant de poursuivre, ou alors je vais vous la faire voir immédiatement, comme ça situera mieux. Donc, nous étions pendant plusieurs mois quand même tranquilles, je vous ai dit tout à l'heure, nous étions quand même heureux d'être là, car il n'y avait plus de bombardements, plus de coups de feu, plus de bombes, plus de machin. Bon, c'était presque au cœur d'un village, c'était même un village très tranquille, car pendant quelques mois, nous n'avons vu aucun Allemand sur Boulazac. C'est par la suite. Oui. Un beau matin, voilà, des camionnettes, des jeeps, tout ce que vous voulez, des cuisines roulantes. Oui. On a retrouvé, en se levant le matin, voilà. Nous habitions là, dans cette chose-là. Oui, oui. Et à côté, ce bâtiment qui fait 4 fois ça, a été occupé, réquisitionné avec Madame Barbier, avec Joséphine, réquisitionné par les Allemands. Et ils se sont installés, il y avait une cloison qui nous séparait, là, qui nous séparait, et puis, c'était épouvantable quand même, parce que, je vais vous dire quelque chose, je vous ai parlé tout à l'heure des rutabagas, Oui, oui. ce beau légume. Eh bien, mon père avait travaillé dans une ferme et on lui avait donné, en contrepartie de son travail, un morceau de jambon de lard bien blanc gras. Ça devait être un pibord Oui. costaud, quoi. Oui. On lui avait donné. Et donc ma grand-mère se servait, prenait un petit morceau de lard, comme on avait ni beurre, ni huile, ni rien, pour vous faire cuire. Oui. Et comme cette porte-là ne fermait pas, vous voyez, j'ai mis sur la porte, il y avait un loquet, Oui. et les boches qui étaient à côté, eh ben, ils sont rentrés, et le matin, eh ben, le soir, quand on est arrivé, plus parti, il avait piqué. Donc, là, c'était un peu la panique, parce que, si vous voulez, eh ben,
tout son moyen de cuisiner, eh ben, tout avait disparu. Ah ouais. Ouais. Donc, eh bien, ils sont restés jusqu'à la fin de la guerre, jusqu'à 1944. Nous avons été voisins. Et, bon, il n'y avait pas beaucoup de conversation, parce que nous, moi, je ne comprenais pas l'allemand, et eux ne comprenaient pas le français. Alors, donc, mais c'était pas quand même, c'était des soldats, certes, mais ce n'était pas des SS. C'était pas la Gestapo. J'ai eu la Gestapo à 5 h du matin. Je vais vous la raconter tout à l'heure. J'ai eu la Gestapo qui est arrivée et qui ont frappé sur la porte avec la crosse de leur fusil. Mais alors, le temps que ma mère n'était pas là, il n'y avait que ma grand-mère. Et moi, évidemment, je dormais dans ce lit-cage. Le temps que je sors du lit, que je sors du lit, que je me lève, qu'on tire ce fameux lit-cage pour pouvoir le replier, parce que c'était comme un portefeuille qui s'ouvrait. Il fallait le faire rouler pour pouvoir redresser, et puis... Oui, oui. Hein, c'était métallique, alors. C'était métallique. Voilà. Oui. C'était ça. C'est ça, dans le temps, oui. Voilà. C'est ça qu'il y avait là. Oui, métallique, oui. Voilà. Donc, alors, terroriste. Oui. Oh, voilà. Alors, ma grand-mère disait, non, pas de terroriste. Alors, un est resté en bas, et un autre est monté dans le grenier. Et ils avaient une baïonnette au bout de leur machin. Et ma mère avait envoyé des nappes qu'elle avait brodées, en cousues dans du tissu. Tous les ballons où étaient, pour voir s'il n'y avait pas. Ah oui. Oui. Et ils ont dit, nous revenir, Ah oui. terroristes. Terroriste. Alors s'ils savaient, parce que mon père, qui était donc dans le maquis de Bolazec, avait sa mitraillette cachée sous les fagots de bois à 20 mètres d'eux. Je ne vous dis pas que s'il avait trouvé ça, nous aurions fini dans le puits. Ma mère disait, on sera jeté dans ce puits. Et la mitraillette était à 20 mètres des soldats. Et le soir, ils venaient, qu'il faisait nuit, ils prenaient son arme et ils allaient faire le coup. Quoi. Et de surcroît, vous voyez, ce que j'ai fait ça, c'est pas pour imager. C'est parce que, à droite de notre porte, nous avions un anneau. Et ce bourrin, qui était un cheval, non un cheval de course, mais un cheval de trait, était attaché à ce bourrin, à cet anneau-là. Oui. Des fois, il était en travers de la porte, on ne pouvait pas rentrer, rien à faire. Ah oui. Ou des fois, la porte, on ouvrait la porte, il était devant, pas moyen de sortir. Il se frottait, parce que ça devait le gratter contre les fagots. Il y avait des fagots qui tombaient. Ah oui. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ça parce que c'est plus facile. Voilà. J'ai en vitesse gribouiller ça, et pour que vous puissiez vous rendre compte, notamment pour ceux qui n'étaient pas dans le coin. Voilà. Bon, alors, des questions si vous voulez. Oui, André, Pascal. Ça s'adresse à toi, mais aux gens d'ici. Est-ce qu'ici, dans le village, quelqu'un savait qu'il y avait des juifs qui étaient cachés en plein cœur du village? Oui. Certainement. Oui. Ils savaient, les gens? Oui, parce que... Hein, Paul? Voilà. Mon père était le... Venez ici. Viens, Paul. Viens. Le père de Paul, il savait Oui, tout. voilà, mon père était donc l'instituteur du coin, et puis donc il représentait la résistance dans la région.
D'ailleurs, ton père est connu, travaillait avec de très bons amis. Voilà, donc, Et ton père était au courant? Eh bien, bien entendu que mon père était au courant. D'ailleurs, il est arrivé un accident chez le forgeron qui se trouvait juste à côté de l'école, M. Robin. Oui. Et monsieur, le gamin de chez Robin était monté sur un escabeau, un tabouret, pour tirer la chaîne du soufflet de la forge. Malheureusement, ce tabouret a été sous ses pieds et le gosse est resté pendu. Oui, oui. Il est resté pendu. Voilà, Voilà. Et donc, Émeric est passé. Alors évidemment, hein, dans le coin, on allait dire, oh ben oui, c'est un étranger. En plus, il est peut-être juif, vous savez. Et heureusement que le Galou, mon père, est arrivé juste à ce moment-là et a pris la défense d'Émeric. Oui, Paul. Voilà. Tout à fait exact. Voilà, c'est comme ça. Donc, il savait très bien, dans le village, quelques personnes savaient qu'il y avait des juifs dans le coin. Ah, mais heureusement, quand même qu'il n'y avait pas trop de miliciens dans le quartier. Paul, je vais rajouter quelque chose. Oui. C'est-à-dire qu'il avait réussi à avoir, je crois qu'il était avec le père d'Odette, qui était sabotier. Oui. Et il avait eu une paire de sabots de bois pour aller travailler dans les fermes. Et monsieur Le Maine lui a dit, il faut que tu ailles mettre les ferries, il faut que tu ailles mettre de la ferraille dessous, parce que ça va s'user trop vite. Oui. Alors il est allé à la forge, et il a découvert ce gamin Robin, qui était... Il avait un pull à col roulé, la chaîne s'est pris dedans, et quand il est arrivé, le pauvre, il est... Et monsieur Galou, d'ailleurs... Alors, non, mon père avait été voir le maire pour lui expliquer. Et ton père est venu dire, c'est pas le réfugié qui a trouvé, c'est moi. Et une lettre de dénonciation a été envoyée à la mairie, à la gendarmerie du Helgoat, en disant, c'est pas vrai. C'est pas monsieur Galou qui a trouvé, c'est le réfugié. Mais les gendarmes n'ont pas poursuivi. Ils ont dû mettre dans le rapport le directeur d'école, monsieur Le Galou, a trouvé... Tout à l'heure, tu parlais des Allemands qui avaient installé leur cuisine chez Barbier. Ça, c'est exact. Alors, je vais rajouter quelque chose. La cuisine se trouvait effectivement chez Barbier, mais les logements se trouvaient à l'école. Ils se trouvaient à l'école, donc à l'école de garçons, en face de la boulangerie Guéguin. Hein? Donc les 2 ou 3 classes qu'il y avait là avaient été liquidées, les enfants étaient dehors, bon, moi d'ailleurs, bien entendu, et les Allemands couchaient là. Ils couchaient dans l'école. Hein? Et ils avaient tenu d'ailleurs l'adjudant ou le capitaine, je ne sais pas, qui commandait ce groupement, voulait faire du grenier de l'école une prison pour ses soldats. Alors mon père, voyant ça, parce que bon, de temps en temps il faisait semblant de faire classe, mais de temps en temps il était dans le maquis. Donc il avait, comme le logement était assez vétuste, il avait démonté 2 ou 3 marches de l'escalier, et le Boche en question a passé la patte à travers l'escalier, il a dit non, je ne ferai pas une prison. Donc on a été débarrassé pendant un moment de ces Allemands-là. Mais ils sont venus 2 fois, il y a eu 2 compagnies d'Allemands qui sont venus. Mais c'était pas quand même des furieux, quoi. Non. C'était pas les SS, ni la Gestapo. Non. Mais bon, alors un petit détail qui va vous faire sourire, c'est que donc, en fin 1944, avant que les Allemands s'en aillent définitivement, nous étions tous les 2 avec un bout de bois sur le dos et on imitait les Allemands, la chanson des Allemands, on trouvait ça pas mal, c'était joli à l'oreille. Voilà, alors on se baladait là devant l'école en chantant Ali Yao, et puis voilà. Et mon père est intervenu, et je crois que c'est le premier petit coup de pied derrière que j'ai pris. Il m'a dit, Paul, tu chanteras ça un autre jour, tu verras plus tard quand je t'expliquerai, c'est pas forcément si beau que ça. Voilà. Et bon, après, pendant le maquis, j'ai souvent entendu mon père parler de ça aussi. Je sais que Gorn, ton père, donc, a été très courageux, parce que
une fois, ils se sont retrouvés à encercler 2 ou 3 Allemands, ou une petite compagnie d'Allemands qui se trouvait dans le quartier entre ici et Skeignac. Et donc, il n'y en a que 2 qui ont encerclé les Allemands, tous les autres étaient restés derrière. Là, c'était ton père, puis le mien. Ah oui. Tout. Et puis après, bon... Alors, je ne sais pas, parce que ça, je ne connais pas très bien l'histoire, mais avant, si vous voulez, la fin de la guerre, avant la fin de la guerre, c'est-à-dire à l'approche de la libération. Mais tu étais là aussi, Paul, quand on a couru pour aller à quoi d'Aerno. Et puis voir les Américains qui arrivaient. On avait le droit au chewing-gum et puis Mais c'était loin, hein. Ah bah, on allait à pied. On passait à côté de chez une vieille femme qui s'appelait Marie Laloche, on disait. Je passais sur la route. Ouais, mais on était en tous les gosses de Montadec. Moi, je vois. Alors, je vais quand même vous dire ça, parce que peut-être François, peut-être tu vas te rappeler, François. Je vais te dire, c'est pratiquement à la fin de la guerre, les Allemands avaient envoyé ce que l'on appelait des Russes blancs. Mais qui étaient un peu comme les légionnaires de chez nous. On les appelait les Russes blancs. Et avec M. Le Gallou, mon père, ils ont fait prisonnier des Allemands. Et il y a un qui a été prisonnier, qui a imploré. Et comme mon père parlait allemand, hongrois, russe, tchécoslovaque, tchèque. Alors, il a discuté en russe avec ces gens-là, et ce gars disait, s'il vous plaît, épargnez-moi. J'ai une femme, j'ai 4 enfants, j'ai pas tiré un coup de feu pendant la guerre. Je n'ai tué personne. S'il vous plaît. Il s'était mis à genoux, il a imploré. Et mon père a dit donc au père de Paul, laissez les prisonniers, mais lui faites pas de mal. Voilà. Ne lui faites pas de mal. Parce qu'évidemment, personne ne comprenait rien. Il parlait en russe. Sur la fin. Sur la fin. Sur la fin, oui. C'était des Russes blancs. Par contre, je sais où ils s'étaient réfugiés. Ils avaient peur, débauchés. Ils s'étaient réfugiés, Jean, tu connais le l'homme dans la garenne de l'Écourt. Oui. Et il y avait de la neige. Et ça, il y avait de la neige, gelée sur le sol. Et les patriotes, ils ont suivi les traces. Quoi. Ils sont partis se cacher dans la lande. Oui, en haut du pré, là-bas. C'est là qu'ils les ont. Oui. Par contre, je me souviens de l'arrivée des Allemands un matin vers 6 heures, quand ils nous ont tous réunis là sur la place, sur les voitures actuellement, et qu'ils ont fusillé Madame Eliès. Madame Eliès et sa sœur. Alors, je me souviens très bien parce que nous étions à l'école, mon père n'était pas là, ma mère était avec nous, bien sûr, et ma grand-mère de Brest, et en face, il y avait la boulangerie Goëguin. Oui. Madame Goëguin, fille, est devenue institutrice d'ailleurs dans le département de l'Eure, où je l'ai rencontrée. Voilà. Bon, fermons la parenthèse, et ce jour-là, donc ma grand-mère était à la fenêtre. Les Allemands étaient passés, je ne sais pas pourquoi, ils vidaient tout le monde de leur maison, donc une certaine Marina Garvès qui habitait presque en face, cette pauvre femme avait été éjectée avec sa boîte d'ailleurs. Là, ils n'étaient pas très calmes, les Allemands. Ma grand-mère donc était à la fenêtre et appelait Madame Goëguin en face en lui disant « Restez tranquille, monde de peau ». Les Allemands se sont aperçus de ça et ils nous ont tous virés, arrivés ici. Et là, Madame Eliès, à l'école des filles, à l'école des filles, avec sa sœur, n'a pas répondu tout de suite, elle a peut-être plus ou moins haussé les épaules, et les Allemands, ont descendu ces deux femmes, dont une était mère de famille. Elle avait 5 enfants, et la petite dernière n'avait que 2 mois, et elle l'allaitait. Ça avait été un drame dans Molenbeek. Toute la population était effondrée. Toute la population était effondrée de ce crime odieux. Finalement, parmi le camp enseignant dans la commune de Molenbeek, il y a quand même Madame Eliès, sa sœur, et puis Monsieur Pierre Legac, qui était un jeune instituteur.
et qui lui s'est fait descendre un peu bêtement d'ailleurs. Le squat, là. Voilà. Et il a voulu. Bon, il a été blessé et puis il n'a pas pu s'enfuir Oui. lorsque les Allemands prenaient la route pour repartir en Normandie. Oui. Et là, il a été blessé. puis il n'a pas pu. Où est-ce qu'il s'est fait tuer? Je crois que c'est sur la route de Pugnot. Je ne suis pas sûr. Il fait- De Pugnot en extérieur. Le gars, Ils disent que c'était un le gars, Pierre. c'est un squat. celui qui a été tué, quoi. Oui, Mais où est-ce qu'il s'est fait tuer précisément? Vous ça, savez je ou peux pas? pas Ah vous ben, dire. Je peux pas vous dire. ah, ben, si, Sur cette- Ah non, parce qu'on en discuterait, puis de son avis. non, mais c'est-à-dire que l'embuscade, les patriotes ont monté une embuscade à Lousquat. Oui, C'était oui. ça. Oui. Et là, les patriotes, c'est-à-dire il y a eu l'attaque, quoi. Mais oui. Obligé parce qu'il y avait des armes sur la route. Oui. Ben oui, et le gars, dénommé le gars, Oui. il s'est enfui vers le haut. Voilà. Alors les Boches Voilà. l'ont visé. L'ont Dans mitraillé. la guerre, il ne faut jamais se pointer vers les... Eh bien, ils l'ont eu, hein. Une balle explosive dans la jambe. Il est tombé de l'autre côté. Moi, je sais, j'étais dans l'endroit. Ben, j'habitais à côté, à Pierre-Lampe. Ah oui. Et ce jour-là, je peux vous expliquer. J'étais avec ma mère tout seul aussi. Enfin, le gars, il a eu une balle explosive quoi, dans la jambe. Mais il a voulu faire un garrot. Mais ça n'a pas suffi. Il a perdu son sang. Ouais. Il est mort. Voilà, c'est ça. Voilà. Et je sais exactement. Donc quand tu étais à 40... Ben oui, j'étais à combien, même pas à 100 mètres du C'est Patriote. entre là où tu habitais, puis Lousquat, alors dans le champ. Oui, oui. Ah, d'accord. Donc, Mitterrand, tu sais. Hein? Oui, oui, oui. Et je vais vous dire, le jour, parce que la population était au courant. Et où habite Jean ici, chef Tang. Parce que mon père était à la guerre. Hein. Et on était à deux, quoi, mon frère, moi et ma mère. J'avais 2 ans quand mon père est parti à la guerre. Et mon frère, 6 ans. 6 mois. 6 mois. Voilà. Et puis on dormait, ben là les Boches, on les a vus. Et c'était comme ça, le matin, plein de Boches partout. Et puis il fallait vivre avec. Et chef Tang et le voisin, il était au courant parce que il y avait pas mal, on réquisitionnait des gars pour protéger la ligne téléphonique. Et responsable. Voilà. Mais les gens, à la fin, ils se cachaient. Mais on venait tôt, on fouillait partout, il fallait que... Alors, le chef Tang, il était au courant de ce qui se passait à peu près. Et il nous a dit, venu nous voir ma mère, aujourd'hui, il y a quelque chose de bizarre, il nous a dit en breton, quoi. Drôle. Hein? On a marqué drôle, quoi, celui qui connaît le breton. Quelque chose, ne restez pas là, pâté. Ne restez pas là, mais il ne nous avait pas dit plus. Hein. Alors nous, on est venus chez mon grand-père à Bézidel, où j'habite là maintenant. Je connaissais, vous savez, je connaissais Bonazet comme... j'ai toujours vécu, je venais voir mon grand-père, enfin, Bézidel. Bon, ma mère va chez son père, quoi, chez ses parents, Bézidel. Oh, il y avait le Vinoge, le sentier, entre Lousquat et Bézidel. On faisait le passage à pied. Bon, passer la journée à 6 heures, rien s'est passé. Tout calme, impeccable. Oh, dit ma mère, on va rentrer à la maison. Il était 6 heures. Et c'était au mois de juin, hein. C'était le mois de juin. Marie Dépôt, là, elle se connaît le jour. Hein? Ça a une date. C'est début juin. Hein? Le 11 juin, Jean. Hein? Le 11. Ben Jean-Paul. Et Jean-Paul, tu es la famille. Pas, mais... Non, tu n'étais pas, tu étais... voilà, mais... donc, voilà. Et donc, à 6 heures, mois de juin, il faisait jour. Hein. Bon, ma mère décide, on va rentrer. Tous les deux, tous les trois, quoi. Bon, arrivé à mi-chemin, c'était un sentier, hein, entre Bézidel et Kerlan, il y a à peine un kilomètre. Hein, enfin, avec les dévers et tout.
1 kilomètre. Arrivé en face de Pragenou, à 500 mètres, sur le découvert, comme ma mère me dit, mais là-bas c'est bizarre, hein. Non, c'était pas comme ça. Mais non, les patriotes avaient abattu les arbres. Et on voyait clair. Oh là, 2 super dorés, oh là, et ça tirait de partout. Et là, on s'est couché là, derrière le talus. Le temps que ça se passe. Mais ça a duré un moment. Hein. Et après, alors, au Rhum, quand même, on n'avait pas si peur que ça parce qu'on ne se rendait pas compte. Ma mère ne se rendait pas compte. C'est un peu l'inconscience. Oui. Et nous, on était jeunes, hein, on avait 5-6 ans, 5 ans, en cas, même pas, 5 ans, quoi, j'ai été avec votre père, mais tout petit, quand j'ai dit. Oui. Et c'est la mère à Jean-Paul qui est venue nous annoncer. Ta mère, elle n'avait pas peur non plus, tu vois. Et elle est venue chez nous dire que il y avait 2 d'enlevés dans le village, avec les bouches. Le pris otage, quoi. Oui. Hein, c'était ça. La mère de Jean-Paul habitait Lousquat, donc le même village. Oui, le même. On habitait 300-400 mètres l'un de l'autre. Oui. Et c'était en bordure de la route Calac, avant comme Jean habite là. Jean Le Soin a acheté la ferme où habitait M. Tanguy, qui est venu nous avertir. Mais Jean, tout à l'heure, tu as dit qu'en fait, la population savait, que les cordes étaient là, donc la population n'a pas été bienveillante. Mais, tout à fait. Tu vois, au départ, les Boches n'étaient pas méchants, comme vous avez dit. Non. Ben, Pétain, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait bradé la France, non? Ben, on était avec eux. On était avec eux au départ. Et après, alors, en 40... Mais quand les cordes sont arrivés, en fait, on savait que c'était... vous étiez réfugiés. Ah, bien sûr qu'ils savaient, on nous appelait. Et donc, la population les réfugiés. bienveillante n'a pas du tout dénoncé. Ah non, jamais. Je serais pas là aujourd'hui pour témoigner. Oui, mais ce que je veux dire, Yves, la population était au courant vis-à-vis des Allemands, quoi. Vous savez, en gros, quand on allait les attaquer, et puis il y avait le maquis. Ah oui, d'accord. Oui. Est-ce qu'il y avait encore d'autres réfugiés à Volazek? Je crois qu'il y avait d'autres réfugiés. Il n'y avait pas de Belges, il n'y a pas de Belges. Et les Allemands savaient aussi qui était responsable un peu de tout ça. C'était M. Tanguy, là. On a mis le feu chez lui. J'ai vu, il était cultivateur, quoi. Et un jour, les Allemands faisaient du rasmot. À la fin, ils ont foutu une grenade incendiaire dans chaque tas et tout a brûlé. Et ma mère est partie dire au... Elle était allée à Morlaix en car et Joséphine Barbier lui avait dit, Madame Corne, vous ne voudriez pas, s'il vous plaît, me rendre un service? Bien sûr, Joséphine, qu'est-ce que c'est? Ben, il dit, si vous pouviez passer à l'entrepôt des tabacs, me ramener la provision de tabac pour le mois. Ah oui, oui. Ben, il dit, il n'y a pas de souci, oui, bien sûr, je vais aller prendre ça, bien sûr. Bon, alors elle lui a donné le ticket pour pouvoir retirer la marchandise. Et puis, c'était Arthur Dinaët qui conduisait les cars, le vieux car, là. Oui. Et puis, arrivé au chemin du retour, ça devait être un petit peu en dessous de Quaderno, là, dans la grande ligne droite. Oui. Et tout d'un coup, mitraillette, le car avait ralenti dans la côte avant d'arriver à Quaderno. Oui. Les maquisards sont sortis, mitraillette au point. Dinaët, Arthur, évidemment, s'est arrêté. Ils sont montés dans le car, il a dit, on vient prendre la ration de tabac. Oui. Alors, Oui, il est monté à la mitraillette, il a dit, vous donnez la mitraillette et on vous fera aucun mal. Alors elle a dit à Arthur, Arthur, donne-leur le tabac. Alors ils ont chargé les sacs, il y avait plusieurs sacs, c'était toute la ration pour tout le monde. Donc il y avait le truc qui pue sous les dents aussi. Il y avait tout, hein. Oui. Et un des maquisards est remonté dans le car et lui a dit,
Vous direz à Joséphine que dans 3 jours, quelqu'un passera payer. Ma mère était catastrophique. C'est pas possible, c'est pas possible. Donc elle arrive, et elle dit, vous vous rendez compte, Joséphine, qu'est-ce qui m'est arrivé? On a été dévalisés, les maquisards ont... Elle a dit, c'est pas grave. Mais écoutez, Joséphine, ils m'ont dit, il m'a promis que dans 3 jours, quelqu'un viendrait envoyer une enveloppe et vous réglerez. On verra, Madame Cornon, on va voir, on verra. 3 jours après, un type cagoulé qui arrive, alors que les Boches étaient derrière. Hein. Oui. Oh. Il est rentré chez Joséphine, chez Barbier, avec une enveloppe, pile poil le compte. Comment ils ont fait? Pile poil au centime près. Ah oui. Alors, comment ça s'est passé? Je n'en sais rien. Je ne sais pas. Ils ont trouvé la facture dans le sac. Ah, ben peut-être. Ah, peut-être. Ça va être pris, Hein? ça va être pris des fois. Eh bien, elle a été payée. Et elle a été payée, mais ce mois-là, ben, il n'y a plus de tabac. Plus qu'elle buteuse. Bon. Alors, bref. Bon, l'après-midi, nous allions marcher avec ma grand-mère. On cherchait du bois mort. On descendait vers un joli moulin sur la droite, au creux d'un cours d'eau. La propriétaire demande à ma grand-mère si elle ne voudrait pas raccommoder les sacs de jute. En contrepartie, je vous donnerai un peu de farine. Bien sûr que nous étions heureux, le pain était une horreur, immangeable, même de la paille dedans. C'était vraiment la guerre. C'était du son qu'on mettait. Wow. Le son. Oui. Un jour, ma sœur cadette est tombée malade. Il faut dire que ce n'était pas une maison, mais une grange, l'hôtel des courants d'air, plus le vent qui descendait de la cheminée. Rien n'était clos, nous n'avions pas de bois. Des fois, nous trouvions des tossous de l'homme. Autrement, c'était avec des fagots achetés, juste pour cuire quelque chose, mais pas pour chauffer, qui tiennent au feu. Alors, est-ce une congestion, une méningite? Je ne sais pas. La doctoresse venait tous les jours la voir du Elba. Et pendant 9 jours, elle était raide comme morte, raide, les yeux clos. Et les derniers temps, elle n'osait plus venir à la maison, n'osait plus venir chez Joséphine. Elle passait d'abord voir le maire du village, lui demander si elle n'était pas morte. Et puis, ma grand-mère a réussi, avait un tout petit peu de café, qu'elle a broyé, qu'elle a écrasé, qu'elle a piné, et elle a fait chauffer un petit peu d'eau, et elle a réussi à faire passer un peu de café pur. Et peut-être une demi-heure après, une paupière qui bouge, l'autre, et puis c'est reparti. Et pendant 9 jours, elle était... Voilà. Bon. Bon, alors là, ce qui nous embêtait, c'est bien sûr, c'était qu'elle meure. Hein. Mais ce qui nous embêtait le plus, c'était de savoir où l'enterrer. Et comment faire. Bon, avec notre grand-mère, on est allé chercher des escargots. C'est là, je vous la raconte parce que c'est fou. On était allé chercher des escargots dans le mur du cimetière. Avec des balais de parapluie dans les trous, là, on avait ramassé des escargots. Et puis, bon, il dit, ben, il y avait l'opercule qui était dessus, c'était l'hiver, donc je me dis, il faut quand même qu'il dégorge un peu. Et comme il restait de la vieille farine, qui avait un petit peu des trucs dedans, hein, on a dit, bon, on va mettre ça sur les escargots. On avait mis ça dans l'auge, en pierre, hein, et puis la farine dessus. 2 jours après, on arrive, plus un seul escargot, plus un seul. Ils étaient tous partis. Et alors, on s'est dit, mais c'est pas possible, ils sont tous partis. On retourne dans le cimetière. Toutes les pierres tombales. Un circuit des 24 heures du Mans sur toutes les pierres. Je crois qu'on a dû passer 3 jours à nettoyer effacer ça. Mais on lavait, mais ça reblanchissait. Là, voilà. Ça a été plusieurs jours. On a été plusieurs jours. Hein. Oui, oui. Ouais, bon. Voilà, ça c'est une anecdote. C'est une anecdote. Bon, Madame Barbier était contrainte de mettre à la disposition de l'armée d'occupation
Nous ne pouvions pas être plus près, ils étaient méfiants envers nous. Tout ce que nous demandaient, qu'est-ce qu'on faisait là dans ce taudis, de la manière dont nous étions habillés ne correspondait pas avec la grange dans laquelle nous vivions. Ils se posaient des questions à notre sujet. Combien de fois ils essayaient de savoir quelque chose. Où est ton père? Mort, qu'on lui répondait. S'ils savaient que la mitraillette était cachée à 20 mètres d'eux, sous les fagots. Alors le cheval, je vous l'ai raconté tout à l'heure. Un jour à 5 h du matin, les hurlements terroristes, je vous l'ai dit aussi. Et les gendarmes sont venus recueillir un témoignage. Alors c'est ce qu'avec Paul, le Galou, il y avait le fils qui devait actionner le soufflet, et M. Galou est allé trouver les gendarmes en disant « C'est moi qui ai trouvé le petit Robin, c'est pas le réfugié. » Et là, il y a une lettre qui est arrivée à la gendarmerie de Guelgoat, ma foi, c'était le contraire. Voilà. Printemps, donc là, il y a eu le coup de la commandature. Il y avait 5 de la commandature de